dans mon cours de géo-histoire, je me dis pourquoi, regardez cet immense empire, et la capitale est complètement à l'extrême nord. C'est quand même curieux. Il y a la raison de ce déplacement du centre nankin vers le nord, c'est exactement la raison qu'on a eue dans l'Empire romain en 320, quand on a déplacé la capitale de Rome à Byzance, à Constantinople. C'est-à-dire se mettre face au danger. Car l'empereur, c'est aussi le chef d'état-major, le chef des armées, et il doit être derrière la ligne de défense principale. Donc ça venait des steppes et des Balkans pour les Romains, c'est la Grande Muraille pour les Chinois, et Pékin, c'est la base arrière de la Grande Muraille. Donc vous avez quelque chose qui fait que les mers du Sud, elles pourront attendre. Et pendant ce temps-là, les Européens, ils ont continué à avancer, puisque 1432, on arrête en Chine, 1433, un pur hasard évidemment, c'est à ce moment-là que les Portugais, Henri le Navigateur, décident de lancer des bateaux, des tout petits bateaux, rien à voir, des petits navires exploratoires, le long des côtes d'Afrique et d'avancer prudemment jusqu'à ce qu'à la fin du siècle, ils contournent l'Afrique et ils arrivent à créer une nouvelle route des épices. Là, ce qui est littéralement ce que sera la route portugaise, ensuite la route hollandaise, puis la route anglaise, des routes de colonisation. Voilà, donc vous avez là quelque chose qui, je disais tout à l'heure avec les Polynésiens, on a eu une autre mondialisation possible. Ben là, vous voyez, on aurait pu avoir cette mondialisation de type chinois. Ça n'a pas été le cas. Si ça avait été le cas, on ne diviserait pas le monde en Europe, Afrique, Asie et Amérique, on appellerait d'autres noms, on aurait une autre vision, une autre structure géopolitique du monde, enfin on aurait un tout autre monde. Ce n'a pas été le cas, on ne peut pas refaire l'histoire. Voilà, donc parmi les traces, vous voyez, une peinture chinoise du début du 15e avec une girafe qui ne pouvait venir que d'Afrique, évidemment, un animal africain, et évidemment ça a fasciné les Chinois d'avoir ces éléments africains. Et il y a même aujourd'hui un farfelu qui est un ancien capitaine de marine marchande britannique qui a fait un livre qui a eu un énorme succès en Chine. Vous voyez, il l'appelle 1421, c'est le moment des flottes, des grands voyages de Cheng-He. Et lui, il a imaginé, il y croit, hein, il y a des gens qui y croient, que en fait, les flottes de Cheng-He ont découvert l'Amérique. Et il imagine même qu'une est rentrée par la route de l'océan glacial arctique. Enfin bon, c'est pas sérieux du tout. Il n'y a aucune trace, mais il y a tout un tas de fantasmes, et en particulier l'idée que d'autres que les Européens ont découvert l'Amérique, que ça c'est un truc récurrent. Je le connais en Afrique occidentale, je le connais au Liban par exemple, les Phéniciens, l'Empire Moussa, enfin, l'Empire du Mali auraient découvert l'Amérique avant les Européens. C'est important idéologiquement de se dire que ça a été fait avant les Européens. Bon, ça n'a pas d'importance parce que ce qui compte, c'est pas un voyage, c'est le retour. Et c'est de recréer les liens. Le premier voyage, si Colomb n'était pas revenu, et s'il était revenu et qu'on n'avait pas cru, et qu'il n'était pas parti. Voilà, donc ce qui compte, c'est le deuxième voyage. C'est-à-dire, c'est quand on crée le lien. Voilà, donc, vous voyez, l'axe de l'Ancien Monde, c'était ça, hein, avec éventuellement des routes maritimes. Ce que les Portugais font, c'est ça. C'est Vasco de Gama, c'est contourner l'obstacle africain, qui est bien plus grand qu'on le pensait. Et le monde, l'Ancien Monde, la mondialisation, c'est ça, à ce moment-là. Et ce que veut faire Colomb, c'est dire, bah, c'est facile, hein, si je pars plein ouest, j'arrive là, parce qu'il imagine le monde tout petit, là, Colomb. Ah, il est un très mauvais géographe. Mais en fait, en partant en plein ouest, eh bien, il va découvrir, tiens, il manque l'Amérique, normalement, bon, il découvre l'Amérique, enfin, vous connaissez l'histoire. Alors, là, il y a une chose qui, dans notre vision européenne, ne nous étonne pas beaucoup. C'est que les Européens, quand ils arrivent en Amérique, eh bien, ils sont conquistadors, ils vont tout de suite conquérir tout. Alors, au XIXe siècle, on était tellement sûr de notre supériorité européenne que ça ne posait pas de problème. Les Européens, ils avaient des épées en acier, ils avaient des canons, alors face à ça, les Aztèques ou les Incas. Oui, sauf qu'on voit, si on rentre un peu dans le détail, que très vite, les canons sous les tropiques, ça fait un peu de bruit, au bout d'un peu de temps, ça ne marche plus du tout. Que les épées en acier, c'est efficace, mais que les masses avec des lames d'obsidienne qu'utilisaient les guerriers aztèques, ça marchait très bien et ça fondait très bien le casque, et ils s'en sont très vite aperçus. Et que bien sûr, il a fallu que, par exemple, Cortés soit un bon stratège, utilise des Indiens contre d'autres Indiens, enfin, mais globalement, on comprend mal que, entre autres, par exemple, l'Empire Inca, qui était une sorte d'empire romain, s'effondre aussi facilement devant les Européens. C'est incompréhensible. Surtout, il ne faut pas oublier combien ils étaient. Pizarre et Almagro, hein, pour l'Empire Inca, ils étaient 250. Et en plus, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ils ont fini par s'entretuer. Mais comment ils ont pu, avec des moyens techniques qui étaient quand même en gros des couteaux, enfin des grandes épées, ils ont pu vaincre? Eh bien, c'est pas eux qui ont gagné. Ce qui a gagné, c'est une guerre bactériologique
C'est justement, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup sous-estimé le potentiel démographique de l'Amérique. C'est ce que ce bouquin que vous avez mis voulait évoquer. Voilà, après une estimation de ce qui s'est passé dans la population des Andes, la population de l'Empire Inca, si vous préférez. 1430, c'est le moment où arrive Pizarro et Almagro. On estime la population à une dizaine de millions d'habitants. On retrouvera d'ailleurs au Pérou ce chiffre que dans la seconde moitié du XXe siècle. Et au bout d'un siècle, même pas au bout d'un siècle, en 1600, 70 ans plus tard, 90% de la population est morte. Alors ils ont été méchants, les conquistadors. Oui, ils ne se sont pas bien comportés, ça je suis d'accord. Hein. Ils ont pendu, brûlé, massacré allègrement. Et les Européens ont d'ailleurs été les premiers à dénoncer. Le très beau chapitre de Montaigne sur les cannibales dénonce, et avant lui, Las Casas avait dénoncé les horreurs des Européens. Mais ce n'est pas quelques centaines ou quelques milliers, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les capacités de projection en termes militaires aujourd'hui. Ces Européens sont très peu nombreux. Pensez par exemple le Portugal, c'est pas l'Amérique, encore il y a le Brésil, mais le Portugal, à la fin du XIVe siècle, c'est 1 million de personnes, tout au plus. Combien d'hommes peuvent-ils envoyer outre-mer? Ça veut dire que d'abord il n'y a que 500 000 hommes, la moitié c'est des femmes, que là-dessus vous avez des enfants, des vieillards, des impotents, et puis des gens qui doivent rester sur place. Donc combien d'hommes peuvent-ils projeter? Malgré tout, il s'est quand même saigné, le Portugal, ça a été à la base de son déclin. Mais quand ils peuvent envoyer 1 millier d'hommes dans l'année outre-mer, c'est déjà extraordinaire, souvent c'est quelques centaines. Donc comment contrôler ces routes, ces territoires qu'ils ont pu faire? Bien justement parce que, n'oubliez pas ce que je vous ai raconté sur les épidémies dans l'Ancien Monde, dans l'ensemble de l'Ancien Monde. Vous avez une dissymétrie très nette des pandémies. Alors, en effet, qu'est-ce que les Européens ont fait involontairement? Ils ont emporté la variole, la tuberculose, la rougeole, les oreillons, et ces maladies qui, pour les Européens de l'époque, étaient relativement bénignes, tuaient rarement, même la variole tuait parfois, mais le plus souvent, quand on avait eu la petite variole, on était grêlés, c'est tout. Quant aux oreillons, à la rougeole, eh bien, ça massacrait les populations indiennes. Et très vite, dès que les Européens se sont bien installés dans les Antilles, ce qu'ils ont vu, et Las Casas a décrit le processus, les populations au départ, elles sont en pleine santé, et ensuite, ils ne font plus rien, et on ne peut rien en tirer. Alors, on les traite de feignants, mais on s'aperçoit ensuite que tout simplement, ils meurent. Ce n'est pas les Européens qui les ont tués, parce qu'au fond, ils voulaient les exploiter, ils ne voulaient pas les tuer, mais ce sont les microbes qu'ont apportés les Européens. Et pire encore, comme quand ils se sont aperçus qu'ils n'arrivaient pas à les faire travailler parce qu'ils étaient malades et qu'ils disparaissaient, ils ont amené les esclaves africains. Et les esclaves africains, à leur tour, ont amené la fièvre jaune, qui était particulièrement adaptée aux régions tropicales, ce qui a contribué à massacrer les populations indiennes. Donc il y a un effondrement démographique considérable. Alors il y a un argument qu'on m'évoque souvent, c'est de dire, mais au fond, pourquoi c'est pas symétrique? Pourquoi les Indiens n'avaient-ils pas des microbes que les Européens n'avaient pas? Alors ils en avaient, mais pas beaucoup. C'était essentiellement la syphilis. Une forme particulière de syphilis, vous connaissez ça avant, mais particulièrement virulente. Alors ce qui est amusant, c'est qu'ils l'ont eu tout de suite. C'est-à-dire qu'en 1493, à Séville, eh bien, l'armée espagnole est atteinte de la syphilis américaine. Ça veut dire que les marins de Colomb ont fréquenté les mêmes dames, ont fréquenté les soldats, qui sont partis se battre dans les guerres d'Italie, ce qui fait que les Français ont contracté la syphilis et ils l'ont appelé le mal de Naples. Mais partout ailleurs en Europe, on l'appelait le mal français. Parce que c'est les soldats français qui l'ont répandu. Mais ça a fait des dégâts, au XIXe siècle, d'ailleurs, c'est ce qui a tué au total Daudet ou Maupassant. Mais ça n'a quand même pas massacré la population européenne, donc c'est totalement différent. Et pour une raison très simple, c'est que justement, dans l'Ancien Monde, on avait mis en commun, si j'ose dire, toutes nos maladies, alors que Aztèques ou Incas, ils ne se connaissaient pas, ils n'avaient pas de relation. Donc les maladies n'étaient pas les mêmes, ils avaient beaucoup moins d'anticorps au total et de maladies à donner aux Européens. Et inversement, dans l'axe de l'Ancien Monde, là, on avait, y compris en Afrique, une circulation des maladies qui faisait que là, on était plus résistant à une gamme de maladies beaucoup plus considérable. Et ce que je décris pour l'Amérique, on estime près de 100 millions de personnes ont pu mourir en un siècle. C'est certainement le génocide le pire et totalement involontaire. Ça s'est reproduit chaque fois que les Européens ont atteint une île du Pacifique, par exemple. Et au pire, c'est qu'au XVIIIe siècle, ils en étaient conscients et désolés.
mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc ils arrivaient dans une île, ils voyaient des gens en pleine forme, et 30 ans après, ils s'apercevaient qu'ils étaient malades, l'île s'était dépeuplée, et de ce fait, elle était facile à conquérir. Alors évidemment, dans ce contexte-là, on comprend les conquistadors. Lorsque Pizarro débarque au Pérou, c'est la pagaille dans l'Empire Inca. Pourquoi c'est la pagaille? Parce que qui est malade en premier? Ceux qui ont les catégories sociales qui ont le plus de connexion avec les autres, le plus de relations. C'est-à-dire les marchands, les messagers, les militaires. Donc, tous les dirigeants, par la même, qui ne sont pas des gens isolés, qui sont constamment en contact avec les gens qui permettent de contrôler l'Empire Inca. Donc, toute la famille impériale, pour employer une expression européenne, était passée de vie à trépas. On ne savait plus qui devait diriger. D'où une guerre civile épouvantable, et nos conquistadors sont rentrés là-dedans comme dans du beurre, d'autant plus qu'eux n'étaient pas malades, et ne subissaient pas ces maladies-là. Donc vous avez un contexte qui explique la domination que les Européens, une poignée d'Espagnols, va pouvoir infliger, alors qu'on voit bien qu'en Afrique, alors je ne parle pas de face à l'Inde ou face à la Chine, là c'est un échec total. Les Portugais ont essayé de conquérir la Chine, c'est ridicule, quoi. Ils se sont immédiatement fait renvoyer, enfin massacrer, sans difficulté. Mais même en Afrique, les Européens ne pourront pas avant le 19e siècle rentrer à l'intérieur. Parce qu'avec des épées, des fusils qui tirent à coup toutes les minutes, ils ne feront pas le poids face à des troupes beaucoup plus nombreuses et qui ne rendent pas malades. Donc, il faudra attendre le 19e, où les Européens sont à la fois plus nombreux et nettement plus armés pour qu'il y ait un rapport de force tout à fait inégal. Voilà, alors je n'oublie pas que la découverte de l'Amérique, ça va être aussi la traite atlantique, traite dès le départ, très très vite, dès 1500, on a, tout simplement parce que ce qui intéresse les Européens, ce sont des plantations. Je voulais vous parler un peu, il faudrait vous parler un peu de nord-sud, m'accorder quelques instants. Et puis ensuite, je répondrai éventuellement, on pourrait réutiliser des diapos pour vos questions. Donc dès 1500, vous avez ce partage, je vous ai mis Tordesillas ici, le traité de Tordesillas, où les Portugais vont déplacer le méridien, ce qui prouve qu'ils connaissaient l'existence du Brésil, très probablement, mais une colonisation qui reste extrêmement superficielle, c'est pas du tout celle du 19e siècle. Voilà par exemple le monde des Hollandais, la compagnie hollandaise, ils se sont emparés des plantations du Brésil, ils ont piqué aux Portugais, ils ont fait un relais en Afrique du Sud, qu'ils ont pris aux Portugais aussi, et puis ils ont été dans les îles à épices, mais ça va pas plus loin, ils ne cherchent pas à conquérir du territoire. Ce qu'ils veulent, c'est faire du commerce, donc y avoir des points d'appui, c'est tout. Alors, le fait que c'est des effets, j'ai évoqué la controverse de Valladolid, donc avec le téléfilm que vous connaissez sans doute, Las Casas, et donc le personnage de son adversaire, c'est Sepulveda, pour y revenir si ça vous intéresse. Je laisse tomber Montaigne, et je vous avais parlé de l'importance de l'or. Effectivement, l'Amérique, ça va être l'apport d'or, dans la mesure où, pour nous, c'est évident que les métaux précieux, c'est universel. Mais pas du tout. Il n'y a aucune raison de considérer que l'or ou l'argent, c'est ce qui symbolise la valeur économique. C'est la définition de la monnaie, je vais vous dire. Il se trouve que dans l'axe de l'Ancien Monde, on s'est en gros mis d'accord, sans personne, il n'y a pas eu un congrès international évidemment, mais on s'est mis d'accord pour utiliser l'or et l'argent comme équivalent de la richesse. Donc on pouvait aller acheter chez les Chinois avec de l'or ou de l'argent. Les Américains connaissaient la métallurgie de l'or et de l'argent, mais ils s'en servaient pour faire des bijoux. Des objets jolis, ça brillait. Mais ils ne s'en servaient pas du tout, donc pour la valeur. Donc ils utilisaient des plumes pour ça. Mais, comme en Afrique, des coris. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsque les Européens sont arrivés, les mines d'or ou d'argent étaient très peu utilisées. Donc on a eu un afflux d'or et d'argent en Europe qui a permis de doper par une inflation colossale les circuits économiques, puisque en gros l'argent américain a fini en Chine, via l'Europe. En gros c'est ça. Vous voyez cette mondialisation qui se fait dans ce cas-là par ce processus. Bon, alors je vous laisse tomber les effets, mais simplement un effet, une des conséquences de cette colonisation européenne du monde, cette construction européenne du monde, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Nord-Sud. C'est-à-dire les régions intertropicales qui vont devenir à terme ce qu'elles sont au milieu du XXe siècle. Je ne dis pas aujourd'hui, mais au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire la zone pauvre du monde. Ce qu'on appelle les pays sous-développés, le tiers-monde dans le vocabulaire français. Bon, alors il y a différents arguments. C'est pas le cas avant, c'est ce que vous avez démontré Stanislas. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je vais gagner du temps pour aller immédiatement à l'essentiel. L'Europe est tempérée, c'est ce que voulait dire
Voilà, là il y avait une petite devinette, donc vous avez la réponse. Dans les langues européennes, vous avez, on peut dire, pour une boisson, alors j'aime bien dire, c'est l'infusion de Camellia sinensis. Bon, en termes rapides, parce que vous voyez, le temps c'est le thé. Mais on dit thé ou tea ou thé dans ce qui est en vert, et on dit chai dans ce qui est en rouge. Chai, c'est le mot chinois qui vient du pékinois, de la Chine du Nord, et qui est donc passé par la route de la soie. Donc l'Iran, le monde ottoman, le monde arabe, les Russes disent chai. Au contraire, quand on s'est passé par Canton, c'est donc les Hollandais puis les Anglais qui ont amené le thé dans la soupe, c'est un mot malais qui se dit thé. Et donc on a dit thé ou tea. Vous pouvez, mais je ne vais pas le faire maintenant, vous demander pourquoi le Portugal dit chat. On est du thé au Portugal. Alors justement, pour en arriver, en anticipant quelques heures sur le petit déjeuner, j'aime beaucoup parler du petit déjeuner, je ne vais pas le faire longuement, surtout que ce n'est pas l'heure, mais parce que c'est un symbole de ce besoin de produits tropicaux qu'ont développé les Européens. Au XVe siècle, les Européens partent pour chercher de l'or, mais surtout pour chercher des produits tropicaux. Ils appellent ça des épices. Le principal épice, c'est le sucre, qui correspond d'ailleurs à des besoins physiologiques. Mais ils vont en trouver d'autres. Et entre autres, les trois boissons du petit déjeuner, le thé, le café et le cacao, qui sont originaires d'ailleurs de trois continents différents. Et les Européens vont inventer un repas nouveau. D'ailleurs, en français, on n'a pas de mot, on dit petit déjeuner, mais déjeuner, ça veut dire la rupture du jeûne, donc c'est normalement le premier repas, comme breakfast. Et le petit déjeuner, c'est une invention du début du XVIIIe siècle, à base de boissons, oui, je me bouge beaucoup pour vous embêter, à base de boissons dopantes, et avec beaucoup de sucre. Alors qu'avant, c'était de la soupe, c'était pas particulièrement sucré. Mais la différence, c'est que le repas d'avant, et qu'on a longtemps gardé dans les milieux populaires, c'est des produits locaux. On est locavore, comme on dirait aujourd'hui. Et au contraire, le petit déjeuner fait appel à des produits tropicaux. Là, vous avez une inégalité qui est en filiation directe avec les épices. Le sucre, et puis d'autres choses qu'on a découvertes. Le cacao, c'est un mot nahuatl, un mot inca, aztèque, dans notre vocabulaire. Et c'est au XVIIIe siècle qu'on a mis en place ça dans quelques catégories sociales favorisées, puis ça s'est diffusé et ça s'est même mondialisé. Là, j'ai mis un petit déjeuner. Donc le thé, le café, le cacao et la canne à sucre. Alors j'ai mis une carte ici qui est la diffusion de la canne à sucre, qui est une invention indienne. Enfin, la culture de la canne à sucre est une invention de l'Inde. Lorsque les soldats d'Alexandre arrivent, ils découvrent, j'aime beaucoup cette formule, un roseau qui donne du miel. C'est une jolie définition de la canne à sucre. Et la canne à sucre, je vous rappelle, c'est une plante qui pousse en 15 à 18 mois, qui ne supporte pas l'hiver. Donc ça ne peut pas pousser en Europe. Donc les Européens, quand ils ont connu la canne à sucre avec les croisades, n'ont pas pu la faire pousser. Ils avaient vraiment envie de sucre, comme tout le monde. Et aujourd'hui, on essaye de le limiter, mais pourtant, c'est exactement l'inverse. Et donc, ils ont utilisé le sucre dès qu'ils ont pu, d'abord à Madère, on appelle ça d'ailleurs l'or vert, à ce moment-là, au XVe siècle. Et puis, la première question, la deuxième question, la première, c'est est-ce qu'il y a de l'or? Et la deuxième question qu'on pose à Colomb en 1493, c'est est-ce qu'il y a de la canne à sucre? Alors Colomb dit, je ne sais pas, on n'est pas vu. Et dès son deuxième voyage, dans ces cas, il y a des plantes de canne à sucre, il va aux Antilles et il dit ça marche. Et avec une fortune, ensuite, on a largement connu. Donc la canne à sucre, c'est l'esclavage. J'ai mis les images liées à l'esclavage. Mais ensuite, ça va être d'autres produits tropicaux. Et quand vous pensez révolution industrielle, c'est le coton, une autre plante subtropicale. Ça peut être d'ailleurs aussi l'indigo. Vous avez tous ces produits sont encore ce qu'on appelait naguère des produits coloniaux. Des produits tropicaux que les Européens vont développer dans toute la ceinture intertropicale sous forme de plantation, c'est-à-dire créer ce qu'on appellera, pour aller très vite, l'échange illégal. Et vous avez la genèse de la pauvreté dans les régions intertropicales, qui n'a rien à voir avec une contrainte climatique, mais parce qu'il s'agissait d'utiliser les conditions naturelles, et un héritage de plusieurs siècles de cette mise en coupe réglée, d'ailleurs, de certaines régions d'Europe. Plus encore dans le monde de part et d'autre de l'Atlantique, en Afrique et en Amérique intertropicale, qu'en Asie, ce qui fait d'ailleurs que l'Asie s'en est sortie beaucoup plus vite. Là, j'avais fait un petit schéma pour vous montrer que l'opposition des sudistes et des nordistes en Amérique était typique de cette opposition nord-sud, esclavagiste et plantation au sud, industrialisation au nord, avec d'ailleurs le textile qui s'appelle le coton du sud. Voilà, d'où l'invention en 1980, comme on a vu, de l'expression nord-sud. Voilà. Bon, je vous
voulait ensuite montrer quelques héritages de l'Europe, mais l'État-nation est un héritage européen, les langues, enfin, qu'il y a eu un résultat que le monde mondialisé de la fin du XXe siècle et du début du XXIe a une marque européenne très forte. Le vêtement, par exemple, les rythmes des repas, enfin, on peut multiplier des éléments qui sont très mondiaux et très européens, mais en même temps, je voulais terminer par... Voilà, j'ai terminé mon diaporama sur cette image-là. Voilà un livre qui a sa célébrité, Provincialiser l'Europe, c'est-à-dire aujourd'hui considérer l'Europe comme une partie comme les autres du monde, et non plus comme ce centre du monde qu'elle a été, que montre le planisphère d'ailleurs, et le méridien de Greenwich, qui est un de ces héritages européens que je n'ai pas eu le temps d'évoquer. Voilà, donc je dois mettre mon image finale, sur lequel je vais vous remercier de votre attention. Je vous signale que c'est Portoré, dans ce bâtiment au dessiné tout à fait extraordinaire, parce que ce musée des colonies 1931 est devenu le musée des arts africains océaniens. Aujourd'hui, la cité de l'immigration, c'est une filiation assez marrante, presque cynique. Vous avez dans la position centrale la Vierge en rouge, et c'est typiquement un habit marial qui est la France. Vous l'avez reconnu puisqu'elle tient la colombe de la paix, c'est la France. Et elle guide, elle tient à la main l'Europe. La France guide l'Europe, c'est normal, mais elles sont au centre du monde. Et puis tout autour, vous avez l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, donc son joli coquille. Là, c'est le mythe de la Daïnée des mers du Sud. Et puis ma préférée, c'est Madame Amérique, qui a une petite byzantine starlette et qui tient les gratte-ciel. C'est absolument délicieux dans les représentations. Voilà, c'était pour alléger un peu la fin. Bien, merci. Vous avez dépassé l'heure, hein. Il est parti. Je n'ai pas osé me lever. Merci beaucoup pour l'actualité. Oui. Ça va très beau. Donc, maintenant, c'est la parole publique aux questions que vous posez, aux précisions. Oui, je suis un petit peu étonné que vous présentez la colonisation par les conquistadors de l'Amérique grâce aux maladies qu'ils ont apportées. Je croyais qu'ils avaient comment je peux dire, réussi à vaincre par les divisions qui existaient avant qu'ils arrivent. Tout à fait. Les divisions entre les... Tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas le cas. Ma démonstration était à 100%, je pense, défendable pour le Pérou. C'est un petit peu plus compliqué pour le Mexique. Voilà. Le Mexique, Cortés a réussi. D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que les Européens ont réussi à s'emparer d'abord de petites îles où il n'y avait pas grand monde. Et la population a rapidement disparu. Hein. Les Arawaks et les Caraïbes, ils ont disparu. En peu de temps. Et la population des Antilles, elle est soit des descendants d'Européens, soit des descendants d'Africains. Mais l'Amérique centrale, donc le Mexique, il y avait une organisation étatique forte avec un centre qui était Mexico. C'est la même chose au Pérou. Donc en s'emparant de la capitale, on s'empare d'une structure. Donc là, c'est ce que les Européens ont pu, à un petit nombre, s'emparer de la tête, si vous voulez, et ça leur a permis de contrôler tant bien que mal. Parce que n'oubliez pas qu'ils n'ont jamais été à Machu Picchu, qui a disparu toute seule. Mais ils ont réussi à s'emparer ailleurs. Là où vous avez des peuples qui étaient beaucoup moins structurés, ça a été beaucoup plus difficile. Et quant aux Mayas, par exemple, qui étaient des cités-États, il a fallu les prendre les unes après les autres. Alors, pour l'Empire aztèque, le mot empire n'est pas un bon mot, d'ailleurs, pour désigner une structure beaucoup plus compliquée, et à tâche. Enfin, il fallait constamment avoir des adversaires pour faire des prisonniers. C'était une logique tout à fait différente de nos empires. Mais il y avait effectivement beaucoup d'ennemis sur lesquels Cortés a pu jouer, car effectivement, je n'ai pas eu de mal à caricaturer le personnage de Pizarro, qui est un soudard sans beaucoup de tactique. Autant Cortés est un homme très habile, un habile tacticien, qui a pourtant eu des ennuis, hein. Il s'est fait mettre à la porte de Mexico, il a fallu refaire le siège de Mexico, mais il a joué les peuples adversaires des Aztèques contre les Aztèques. Ensuite, il a réutilisé les uns contre les autres. Il a été effectivement tout à fait habile. Mais sans néanmoins cet effondrement
Il faut comprendre, c'est, je crois, plutôt des anthropologues qui nous donnent une meilleure vision. Imaginez ce qu'est la situation de ces peuples amérindiens au début du XVIe siècle. Tout d'un coup, on voit arriver des Martiens. Bon, on voit des gens qui n'ont aucune idée, hein, qui arrivent sur des objets bizarres, qui sont ces grands bateaux, grands pour eux, hein, parce qu'ils avaient bien des bateaux de mer, mais c'était des grandes pirogues. Ils voient arriver ces gens qui ont un habit absolument extraordinaire, ils les prennent même au départ pour des dieux, jusqu'à s'apercevoir qu'en fait le cheval et le cavalier ne font pas qu'un, que c'est pas même personne, que ces êtres, y compris les chevaux, on peut les tuer, donc que ce sont des humains comme les autres, qui peuvent être malades, etc. Donc ils finissent par se rendre compte que c'est pas tout à fait... Mais en même temps, ils sont incompréhensibles. Et en même temps, le monde s'effondre. Le monde s'effondre, entre autres, à cause des maladies. Donc très vite, c'est un ensemble, guerre civile et maladie, dans lequel les Européens, pour peu qu'ils soient un peu habiles, réussissent à profiter. Parce qu'il ne faut pas oublier, Pizarre, hein, lui il est parti avec 500 personnes, il en a eu quelques renforts après, mais il s'agit toujours de poignées de gens. Hein, et effectivement, c'est avec la domination ensuite se fera. Qu'est-ce que contrôle Mexico, hein, ou Lima? Qu'est-ce qu'il contrôle comme territoire à la fin du XVIe? On fait des grands aplats de couleurs sur les cartes. C'est pas vrai. Vous imaginez bien que c'est même avec les métis, hein, c'est quelques milliers de personnes. Qu'est-ce qu'ils peuvent contrôler réellement? Donc il faudra des siècles, hein, pour que ça prenne la forme du Pérou ou du Mexique actuel pendant très longtemps. Ce qu'ils cherchent à contrôler, c'est des routes et des mines. Ça les intéresse. Le reste, et ils s'en fichent un peu, et c'est petit à petit qu'ils viennent. Mais effectivement, c'est surprenant. Alors, néanmoins, le choc épidémiologique que j'ai évoqué, il aurait été le même si ça avait été les Chinois qui étaient arrivés. Et les mêmes causes auraient produit les mêmes conséquences. Hein, sauf que les Chinois auraient sans doute été plus nombreux que conquistadors. Enfin, c'est encore autre chose. Sur les Coris, vous pouvez nous parler un petit peu des origines et d'où est-ce que ça provenait et en quel... justement par rapport aux échanges. Oui, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire monétaire, donc je ne vais pas vous dire des choses bien neuves, mais ce qui me frappe, c'est qu'on a une forte tendance à penser que tout le monde est comme nous. C'est pour ça que j'ai tenu à vous dire, même si je voyais bien que le temps passait, que l'or et l'argent n'étaient pas universellement des métaux précieux. C'est des métallurgies très très simples, à mon avis. Au Paléolithique, on s'est aperçu qu'il y avait des cailloux qui fondaient dans le feu de bois. Donc, à partir de là, ça reprenait la forme qu'on voulait en refroidissant. Donc, à partir de là, on pouvait faire de la métallurgie. Donc, l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, c'était facile. Mais de là à dire c'est ce qui permet d'échanger, là, il y a un pas qui a été franchi entre Méditerranée et Chine, et ce qui aura permis d'échanger entre eux, c'est même né précisément en Mésopotamie, cet usage qu'on a ensuite symbolisé sous forme de monnaie, mais les premières monnaies, c'est la Lydie, c'est au 5e ou 6e siècle avant notre ère, hein, c'est vraiment le mot Crésus, le roi Crésus est resté dans cette idée-là. Donc vous avez quelque chose qui va mettre du temps à se formaliser sous forme de ce qu'on appelle, nous, la monnaie. Mais ailleurs, on échange aussi. Alors, ce n'est pas des échanges aussi longs sur d'aussi longues distances, mais des échanges, on en connaît, et en particulier ceux qu'on connaît bien, c'est ceux du Pacifique. Parce qu'entre les îles, ils échangeaient. Ils pratiquaient des formes de circulation des biens, d'échange, dans ces biens, il pouvait y avoir des êtres humains, et il pouvait y avoir des objets symboliques qui représentaient de la valeur, qui pouvaient être des objets qui, par ailleurs, avaient une fonction, par exemple des haches. On a, là c'est avant la Gaule, avant les Celtes même, mais on a au 8e, 9e siècle tout un ensemble de haches qu'on voit de l'Écosse pratiquement jusqu'à l'Italie du Nord, qui sont faites avec des pierres des Alpes. Ça prouve, vous voyez, qu'il y a une circulation assez extraordinaire. Ce sont des haches symboliques, on les retrouve dans les tombes. C'était des belles pierres, il ne s'agissait pas de les abîmer, c'était pour faire joli, en fait, du prestige. Eh bien, ces objets de prestige qui symbolisent de la valeur et permettent des échanges, on en a partout, il faut qu'ils soient suffisamment rares pour qu'on puisse en contrôler l'origine. C'est l'intérêt de l'or et de l'argent, c'est qu'ils sont rares. Voilà. C'est pour ça que le fer, c'est le marché. Mais on a donc pu le faire dans des régions qui n'étaient en général pas littorales, avec des coquillages littoraux, ou avec certains types de coquillages d'eau douce rares. Donc ça, c'est en gros, pour l'essentiel, dans des populations de l'Afrique subsaharienne. C'est pas du tout le cas en Amérique. Je vous ai dit que ce qu'on connaissait comme objet d'échange dans l'Amérique centrale, c'était les plumes.
D'où le fait que les couronnes, qui pour des Européens étaient en or, elles étaient, comme vous connaissez les sachets, elles étaient en plus. Et si vous connaissez, ce qui est une reproduction et en partie un faux, mais enfin c'est historiquement assez juste, la grande couronne de Moctezuma, le dernier empereur aztèque qui est à Vienne, en Autriche, hein, c'est l'héritage de Charles Quint, si vous voulez, eh bien c'est une énorme, c'est un grand sachet, c'est d'énormes plumes vertes, parce que le quetzal, les plumes vertes de quetzal, étaient ce qu'il y avait de plus valorisant. Et pour nous, le doré, c'est l'idée de la richesse, c'était le vert, l'idée de la richesse. Hein. Mais vous voyez qu'on peut traduire dans des notions, simplement, ce n'est pas les mêmes réalités matérielles. Ce qui est intéressant, c'est que justement, la mondialisation va être l'universalisation dans l'espèce humaine des métaux précieux. Et qu'aujourd'hui, ben, ça a une même valeur, même si c'est plus officiellement les réserves de nos banques, en fait, c'est encore le cas. Et vous avez l'idée des mines d'or et d'argent qui montrent très bien, hein, pour un atlas qui va apparaître, je fais une carte où j'essaye de montrer les ruées vers l'or successives. Hein, les ruées vers l'or, c'est des fronts de mondialisation, comme beaucoup plus spectaculaires et beaucoup plus localisés, évidemment, que ces fronts diffus qui étaient les trappeurs que je vous ai évoqués. Et vous voyez que ces biens qui sont destinés au centre, hein, aux grandes économies de la Méditerranée à la Chine, elles vont progressivement être des motifs pour aller chez les autres, chercher éventuellement des fourrures, des produits tropicaux qu'on n'a pas dans les régions tempérées, et puis surtout de l'or et de l'argent. Donc, je suis un petit peu en arrière. La carte que vous avez présentée, où on voit la glaciation là, ah oui, de toute la... J'ai été un peu étonné parce que là, il semble que ça ne touche pas la France. Oh, oui, la carte... Les glaces avaient atteint le bassin parisien. Oui, alors, ça dépend de quelle glaciation. Ah, il y a 4... alors, je pourrais trouver. Vous avez, ces cartes, d'ailleurs, je vous les ai mises parce que il n'y a pas beaucoup de, malheureusement, de très bonnes cartes. Voilà. Bon, s'il doit y en avoir, vous pouvez laisser en tout. Bon, alors. Non, parce qu'on voyait que l'Angleterre était effectivement recouverte entièrement. L'Angleterre et. Ah, voilà. Ici. Alors, ça, c'est avant. Donc, voilà. Voilà. Oui. Voilà, c'est effectivement le maximum glaciaire de la dernière glaciation. Si vous vous souvenez de la courbe que j'ai montrée puis que j'avais renversée ensuite, on considère qu'il y a eu 4 grandes glaciations. On a mis ça, les géologues ont pu analyser ça en fonction des restes, des couches de moraines glaciaires en Bavière, donc ça porte des noms de rivières de Bavière. Et la dernière glaciation s'appelle le Wurm, qui est un lac de Bavière. Ça n'a pas été la plus grande glaciation. Je peux vous donner un exemple très français, justement. Ça, c'est bien, le géographe se trouve dans son terrain traditionnel. Les glaciers des Alpes, parce qu'il y a eu des glaciers de plaine, hein, ce qu'on appelle des inlandsis, comme il y a actuellement sur le Groenland, par exemple, et qui se sont étendus sur toute la Scandinavie et toute l'Europe du Nord. Mais bien sûr, les glaciers de montagne ont été beaucoup plus gros et ont creusé les grandes vallées glaciaires des Alpes en particulier. Eh bien, la dernière glaciation, le Wurm, est descendu jusqu'à Grenoble. Alors, on a vers le débouché de la cluse de Grenoble, on a ce qu'on appelle le vallon morénique, hein, c'est-à-dire la poussée maximum du glacier qu'on peut voir encore, parce que finalement, elle était encore vivante il y a 20 000 ans, donc c'est pas grand-chose, hein, au temps géologique. Mais inversement, si vous prenez l'avant-dernière glaciation, qui s'appelle le Rhys, eh bien, ça a été à Lyon. Si vous connaissez le gros caillou de la Croix-Rousse à Lyon, par exemple, qui est une pierre morénique, qui a été poussée par les glaciers jusqu'au rebord de ce qu'on appelle la Gouttière, qui est au bout oriental du boulevard de la Croix-Rousse à Lyon. Excusez-moi, je suis lyonnais. Je porte un bon lieu. Le bassin parisien n'a pas été... Non. Ah non, le bassin parisien était dans ce qu'on appelle un climat périglaciaire. Donc il faisait froid, il y avait des gels, ça a eu des tas d'effets sur le relief, mais les glaciers sont restés dans la moitié septentrionale de l'Allemagne. C'est pour ça que c'est des régions sableuses. La mer du Nord, c'est un creusement glaciaire, et ce qu'on appelle les banques, les Doggerbank, et quand on a des météos marines, on nous annonce ça, ce sont des reliefs moréniques sous-marins. La mer du Nord était d'ailleurs pas couverte par la mer à l'époque, hein, c'était un plateau, et de même la Baltique, hein, qui est un creusement glaciaire.
Mais ça n'a jamais dépassé la région de Hanovre, à peu près. Ça, par exemple, le cas, il y a une mer intérieure. Ah oui, mais alors là, c'est... Puisque la Seine, la Loire... Oui, mais alors là c'est beaucoup plus ancien. Oui, mais là, je vous parle simplement de 400 000 ans. Les glaciations, c'est 400 000 ans. Là, vous remontez au milieu du tertiaire. Là, ça va être de l'ordre de 5 millions d'années. Donc, on n'est plus dans la même échelle de temps. Vous voyez, notre mondialisation, j'ai eu besoin des 20 000 dernières années, c'était déjà pas mal. Mais on ne va pas remonter effectivement aux modifications. C'est sûr que le loin est l'ancien tracé de la Loire. Je voulais revenir sur les coris, si ça ne vous embête pas, par rapport justement à ce phénomène de mondialisation. J'avais lu que ça venait, c'était des coquillages qui venaient d'Asie, qui s'échangeaient donc en Afrique centrale. Donc, oui. Alors, je l'ai évoqué à un moment, mais c'était très rapide. L'historiographie d'ailleurs récente dans ce qu'on appelle l'histoire globale, qui est en gros ce que je vous ai fait d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, mais qui se développe pas mal actuellement, ça met en valeur le fait que les échanges ont été plus anciens et beaucoup plus importants dans l'océan Indien que dans la Méditerranée. Et que nous, subjectivement, on ramène tout à la Méditerranée, mais que c'était au fond, comme je vous l'ai dit, un petit appendice, un prolongement de ces échanges de l'océan Indien. Et entre autres, pour une raison, c'est qu'elle est mousson. C'est-à-dire que pendant l'hiver, donc en fait d'octobre à avril à peu près, on a des AUC, on appelle la mousson de l'été, c'est d'hiver, pardon, c'est uniquement les AUC, donc ça souffle d'est en ouest, en gros, et qu'il y a une inversion, pour des raisons compliquées, mais peu importe, il y a une inversion des vents pendant tous les étés, et que donc d'avril à octobre, ça souffle d'ouest. Donc il était très simple, comme en plus on a des littoraux qui se font face, ou même plus précisément dans le golfe d'Oman, il était très simple. Quand on quitte par exemple la mer Rouge, il suffit d'aller plein est. Alors nord-sud c'est compliqué, mais est-ouest c'est le lever et le coucher du soleil. Les plus anciens connaissaient ça. Donc d'aller plein est et on tombait sur l'Inde. Et même en arc, si vous partez en Inde, vous pouvez aller tranquillement plein ouest en pleine mer et vous finirez toujours par tomber sur un littoral. C'est pour ça que ce sont les premières navigations de haute mer qu'on connaisse, hauturières, pour faire plus chic. Ces navigations hauturières, les Grecs les ont certainement pratiquées. En tout cas, les Romains les ont beaucoup pratiquées, parce que les coris sont plus anciennes, mais par exemple, on trouve en Inde énormément de trésors, on en trouve encore, avec des sesterces. Et on a trouvé un trésor avec des objets et des monnaies romaines au Vietnam. On a une circulation qui est extrêmement ancienne. Alors, cette circulation ancienne, elle l'a mis en commun aussi pour les périphéries, pas pour les trajets les plus centraux, qui incluaient l'Inde, l'Iran, ensuite le monde arabe, mais de l'Indonésie à la Chine, ont été utilisés par des commerçants persans, indiens, chinois, des monnaies d'origine indonésienne, de peuple papou ou de Bornéo, et qui ont servi de modèle aux coris d'Afrique orientale. Mais pas celle d'Afrique occidentale où il y a aussi des coris. Là, c'était simplement, on utilisait des objets qui se détruisent très difficilement, donc l'équivalent du métro précieux, et qui étaient suffisamment rares pour être des objets à la fois prestigieux et permettant de servir de monnaie d'échange. La différence entre bijoux et monnaie, d'ailleurs, dans beaucoup de sociétés, c'est une différence qui n'a pas lieu d'être. Le bijou, c'est aussi une thésaurisation et une forme de monnaie qu'on peut éventuellement, d'ailleurs, monnayer, c'est de l'argent, c'est la valeur que l'on a des économies. Donc on fait des colliers de coris comme on fait des colliers d'or et d'argent. Bon, mais ça a disparu face à la mondialisation du taux précieux. Bon, vous pouvez fatiguer. Un jour ou l'autre, l'or et l'argent disparaîtront. Alors, d'abord, c'est inaltérable, l'or. Ce qui est évidemment, c'est en quantité limitée. Cela dit, on en découvre parce qu'on améliore sans cesse les techniques, et on est très motivé pour ça. La plus grande mine d'argent, elle est extrêmement importante. Elle est actuellement la plus grande mine d'or, enfin d'argent exactement. Elle est dans la partie indonésienne de Bornéo. Et elle est à 4000 mètres d'altitude. Et c'est une énorme mine, on la voit très bien par satellite, je ne vous l'ai pas mis, c'est dommage, c'est une photo spectaculaire. Il n'y en a pas pour longtemps, mais actuellement, on a des possibilités de trouver de l'or et de l'argent. Mais de toute façon, il y en a énormément en stock, d'argent. Et dans l'ensemble, on ne le perd pas. De temps en temps, on trouve un trésor, mais qui a donc été perdu un certain temps, mais dans l'ensemble, on ne perd pas l'or et l'argent.
Et dans ce que j'ai évoqué, je l'ai dit très vite, en disant l'argent d'Amérique, il finit en Chine, mais vous avez une circulation qu'on piste de plus en plus, entre autres pour l'or. Par exemple, l'or américain, on le retrouve finalement sur les pagodes birmanes ou sur les bouddhas recouverts d'or. Vous avez une inflation d'or dans l'ancien monde à partir du XVIe siècle, grâce à l'Amérique. Donc, de l'argent encore plus, mais là, en l'occurrence, de l'or. Donc, les Européens, bien sûr, ils vont utiliser cet or pour aller acheter chez les autres, puisque ça a le même sens de monnaie pour les autres. Donc, ils achètent, et un échange qui enrichit l'Europe, en tout cas. C'est les Européens qui, maîtrisant la source monétaire, gagnent dans cette affaire. C'est une des origines de la révolution industrielle, sans doute. Et dans bien des régions, on va les utiliser pour des raisons de culte. Donc, par exemple, dans la péninsule indo-chinoise, pour couvrir des toits de pagodes, ou pour couvrir des statues de feuillets d'or, comme on peut souvent voir, l'or n'est jamais tout à fait le même, il y a une petite composition différente, et on peut voir l'origine américaine vient de ces usages d'or. Quant à l'argent, c'est surtout la Chine. On disait de la Chine que c'était le puits d'argent. Les échanges étaient finalement thésaurisés en Chine. Ça rappelle tout à fait la situation actuelle, du système d'échange et du bilan positif des échanges chinois et d'énormes thésaurisations chinoises. Là, c'est pas nouveau. Est-ce qu'à une époque, l'argent avait plus de valeur que l'or? Oh, localement, oui, c'est arrivé, mais globalement, il y a 5 fois plus d'argent que d'or. Donc, en moyenne, l'or vaut 5 fois l'or. Ça, c'est déjà la moyenne. Cela dit, les deux se travaillent facilement, donc il y a plusieurs types d'utilité, mais c'est des variations de change discrètes. Donc, oui, bien sûr, il y a des qualités différentes, puis on a cherché à toutes les tricheries possibles. Sur ces trucs, en les mélangeant, bon, il y avait beaucoup à gagner et on continue. Ah si, alors les pierres précieuses n'ont jamais pu jouer ce rôle-là parce que là il n'y a pas d'équivalence. On ne peut pas fabriquer de la monnaie avec des pierres précieuses. Les pierres précieuses sont, même si un rubis, il n'y a pas de rubis pareil, alors que l'or, bon, vous avez raison, il y a des différences de qualité. Enfin, en gros, de l'or pur, c'est de l'or pur. L'argent pur, c'est l'argent pur, même s'il y a des petites signatures géologiques. Un diamant, un rubis, etc., là, ils sont tous différents. Et là, on peut même savoir précisément d'où ils viennent. Par exemple, un exemple de cet axe ancien, il y a, ça fait une vingtaine d'années maintenant, le musée du Louvre avait reçu une statue du musée de Bagdad. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'elle est devenue, cette statue. Et c'est une statue du 3e millénaire avant notre ère. Elle avait des yeux rouges. Et des archéologues irakiens avaient fait l'hypothèse que peut-être c'était du verre. Ce qui aurait été une révolution dans l'histoire du verre, puisqu'on considérait que c'était inventé à peu près 2000 ans plus tard, à la fin du 2e millénaire, en Égypte. Là, la matière première étant le sable, enfin l'Irak aussi, un peu ça. Donc les Irakiens espéraient avoir inventé ça avant les Égyptiens. Et le laboratoire du Louvre a dit non, c'est pas du tout du verre, ce sont des rubis. Et on peut vous dire d'où viennent ces rubis. Et ces rubis, parce que là, il y a une signature, les mines, c'est pas non, ils viennent de Birmanie. Mais ils étaient 3000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Voilà, la circulation, elle est très ancienne. C'est pour ça que je dis la mondialisation, vous voyez, c'est ça, c'est cet axe extrêmement ancien. Ces rubis. Alors les rubis, eux, ils avaient pu survivre. Mais des objets en bois, en cuir, avaient disparu. Des êtres humains avaient disparu, mais les plantes. Pensez que, par exemple, la Chine, dès des siècles avant notre ère, commence à cultiver le blé. Le blé, c'est une invention de Mésopotamie, ou plus exactement du nord de la Syrie. Les premières cultures, là, c'était en 10 000 avant Jésus-Christ, donc ça a mis du temps. Mais inversement, on s'est mis à planter des cerisiers, ça date de notre Moyen-Âge, mais c'est chinois, etc. On pourrait multiplier les croisements, les développements, et ça va très vite. Pensez par exemple que quand l'Amérique, dès le XVIe siècle, les plantes américaines sont cultivées dans l'Ancien Monde. Alors bien sûr, on parmentier, la pomme de terre, c'est long, mais la tomate en Méditerranée, on a toujours du mal à imaginer que les Romains n'avaient pas des tomates. Bon. Non, il n'y avait pas de tomates, il n'y avait pas de cyprès, ça ne ressemblait pas du tout à nos paysages méditerranéens. Mais la tomate, elle se répand en Méditerranée, plutôt verte que rouge d'ailleurs, dès le XVIe siècle, et surtout le manioc, qui est une plante américaine,
se répand dans toute l'Afrique dès le XVIe siècle. Donc vous voyez, l'Afrique, on a l'air hors du monde, mais elle ne s'occupe pas du tout. Elle participe à ces circuits d'échange et voit ces diffusions de types de produits. Et les Européens mettront même plutôt du temps. Le maïs, on le fait assez vite, hein, en Espagne en particulier, ce qu'on appelle le blé indien. Mais la pomme de terre mettra un petit peu plus de temps. Enfin, il y a une part des gens qui sont entiers. Ça veut dire plutôt que les classes dirigeantes ne mangeaient pas ces nourritures viles. Voilà. Bien, bah d'ailleurs, à propos de nourriture, vous avez peut-être faim. Donc, pensez à moi demain matin au petit déjeuner. Voilà, vous prendrez thé, café ou cacao. Ça a été le sucre, c'était vraiment ce qui correspondait à un besoin physiologique. Imaginez que le seul source de sucre en dehors des fruits, c'était le miel. Donc le sucre, ça a été vraiment sucre. Je me souviens de la conférence. La betterave, c'est début 19e. C'est ce que les économistes appellent de la substituabilité. On a inventé une plante tempérée qui permettait d'éliminer la plante tropicale. Et de fait,